Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire troublante qui a eu lieu en 2019 au cœur d'un quartier résidentiel exclusif en banlieue de Miami, en Floride. Cet endroit, réputé pour ses villas luxueuses et ses résidents puissants, a été soudainement secoué par la découverte d'une sombre vérité, mettant en scène un couple riche et influent qui aurait adopté une enfant non pas par bienveillance, mais pour assouvir des intentions secrètes et profondément perturbantes. Je vous invite à me soutenir par un j'aime et un abonnement, cela compte énormément pour moi. Le couple en question, Nathaniel et Olivia Kensington, vivaient depuis plusieurs années dans une vaste propriété élégante, à l'abri des regards indiscrets. Leur réputation publique paraissait irréprochable. Lui était un homme d'affaires charismatique, connu pour ses investissements audacieux dans l'immobilier et les start-up florissantes, tandis qu'elle se présentait comme une femme engagée dans diverses associations caritatives, se consacrant à l'image d'une épouse modèle qui gérait l'organisation d'événements de bienfaisance. Ensemble, ils dégageaient une aura de prospérité et de sophistication qui semblait justifier leur présence dans ce milieu social privilégié. Pourtant, cette façade brillante recouvrait un malaise bien plus profond. Au fil des mois précédant l'éclatement du scandale, plusieurs voisins avaient noté des détails intrigants. L'enfant qu'ils avaient adopté, une fillette prénommée Sophia Harris, paraissait tour à tour craintive et trop docile. Certains l'avaient vue se recroqueviller dans le jardin, s'éloigner dès qu'on l'approchait, ou encore fixer le sol avec une intensité qui laissait supposer une angoisse permanente. La question commença à se poser sourdement. Pourquoi l'enfant n'était-elle pas scolarisée comme les autres? Ou du moins, pourquoi ne la croisait-on jamais en compagnie d'amis? Les passants remarquèrent parfois des bleus sur ses bras ou des égratignures qui semblaient mal soignées. Les rumeurs prirent de l'ampleur lorsque l'une des habitantes du quartier, soucieuse et prudente, se risqua à aborder Sophia un matin où la fillette, pieds nus, se tenait sur le perron de la villa. Le regard vide de l'enfant, sa posture raidie de terreur et l'absence totale de sourire alarmèrent la voisine, qui lui demanda si tout allait bien. Sophia s'excusa d'une petite voix et s'enfuit à l'intérieur, comme si elle avait peur qu'on la surprenne à parler à quiconque. Cette scène, relayée à demi-mot lors d'un dîner entre des membres influents du voisinage, éveilla suffisamment de soupçons pour que certains se demandent si la parfaite image des Kensington n'était pas un trompe-l'œil. Mais malgré les murmures inquiets, personne n'osa réellement intervenir. Après tout, Nathaniel et Olivia étaient des personnalités réputées, capables de faire taire les commérages ou de menacer ceux qui porteraient atteinte à leur réputation. Les regards sceptiques s'intensifièrent, sans toutefois se convertir immédiatement en preuves ou en dénonciations concrètes. Peu avant que l'affaire n'éclate, la fillette avait commencé à disparaître de la vue du public. Les rares fois où on l'apercevait, elle paraissait encore plus maigre qu'auparavant. Tandis qu'Olivia continuait de recevoir ses amis pour des réceptions somptueuses, il était devenu impossible d'ignorer le fait que Sophia n'était presque jamais invitée à se joindre à ces réunions. Certains convives affirmaient n'avoir jamais vu la fillette sortir de sa chambre. À travers les vitres teintées d'une baie vitrée, on distinguait parfois de vagues ombres, mais rien ne paraissait normal dans le comportement de l'enfant. Puis, un soir, lors d'un événement de bienfaisance organisé par Olivia elle-même, un de leurs amis fit une remarque banale au sujet de la petite. Nathaniel, d'habitude doué d'un calme olympien et d'un humour charmant, eut un léger sursaut. Puis, il pivota vers lui, en adoptant un ton tranchant et presque menaçant, comme si la simple évocation de la présence de Sophia l'indisposait. À partir de ce moment-là, l'ambiance vira. Les invités se regardèrent entre eux, devinant que quelque chose se passait derrière ces murs immaculés. En 2019, l'organisme d'adoption qui avait facilité la venue de Sophia depuis un orphelinat canadien
finit par recevoir des lettres anonymes réclamant des vérifications sur le bien-être de la fillette. Les soupçons mentionnaient des pratiques inappropriées et des traitements cruels. À ces plaintes, le personnel chargé de la protection des mineurs décida d'enquêter sur place, mais se heurta à la réputation bétonnée de Nathaniel et Olivia. Les fonctionnaires de l'administration, qui craignaient de se confronter à la puissance financière du couple, tardèrent à lancer un contrôle approfondi. Pendant ce temps, Sophia semblait s'éteindre à mesure que les Kensington s'enfonçaient dans un huis clos inquiétant. Un jour, les services de police furent avertis à la suite d'un appel anonyme de l'une des employées de maison que les Kensington avaient depuis peu engagée. Cette femme, que l'on pourrait appeler la gouvernante, venait de découvrir des marques suspectes sur le visage et les bras de la fillette. Selon son récit, la peur glaçait le regard de l'enfant chaque fois qu'elle entendait les pas de ses parents adoptifs dans le couloir. C'est ainsi que le signalement parvint enfin à la police. La gouvernante, apparemment bouleversée, rapporta que l'enfant avait des blessures et que ses ecchymoses ne semblaient pas être de simples maladresses infantiles. Lorsque les forces de l'ordre se rendirent au domicile des Kensington, il n'y eut pas de corps inanimés à découvrir. C'est plutôt la panique de la fillette et son mutisme absolu qui indiquèrent que quelque chose d'anormal se déroulait derrière ces façades clinquantes. Sophia, recroquevillée dans un coin du salon, avait le regard d'une enfant en détresse. Les Kensington, d'abord offusqués, prétendirent qu'elle était simplement sujette à des crises de somnambulisme ou à des fausses chutes. Le comportement apparemment colérique de Nathaniel s'évanouit au profit d'un sourire de façade, tandis qu'Olivia expliquait froidement aux agents que leur fille avait été très fragile et qu'elle avait souvent des accidents dus à un manque de coordination. Les officiers, dirigés par un détective principal qui passait pour un enquêteur méticuleux, prirent note des explications, mais la mention insistante de la gouvernante laissait supposer que les ecchymoses n'étaient pas l'œuvre de chutes fortuites. Alors qu'ils étaient sur le point de quitter la résidence, l'un des inspecteurs, intrigué par l'agitation qui régnait derrière les couloirs, décida d'examiner d'autres pièces de la demeure. Malgré les protestations polies d'Olivia, l'équipe insista pour faire une vérification sommaire. C'est ainsi que, dans un renfoncement du sous-sol, ils tombèrent sur une porte verrouillée. Nathaniel, d'ordinaire sûr de lui, s'emporta. Il s'agissait, disait-il, de locaux professionnels en lien avec son activité financière, un espace confidentiel où il gardait des documents importants. Cet emportement éveilla la méfiance de la police, qui choisit de revenir plus tard avec un mandat de perquisition complet, considérant que quelque chose ne tournait pas rond. Une fois le mandat obtenu, les enquêteurs purent pénétrer dans la pièce scellée. À l'intérieur, ils découvrirent un décor sinistre qui n'avait rien à voir avec des documents financiers. Des appareils médicaux, des brancards, plusieurs liasses de notes manuscrites éparses sur une table métallique et un ensemble de seringues stériles soigneusement disposées. Le tout était éclairé par des néons blancs qui donnaient à l'endroit une ambiance de laboratoire clandestin. Certains de ces instruments semblaient destinés à des contrôles vitaux ou à des tests de résistance physique. Les enquêteurs virent également des marques sur les murs, comme si des griffures s'y étaient incrustées. Tout indiquait qu'on y avait maintenu ou enfermé quelqu'un, probablement contre son gré. Ils retrouvèrent de petites taches brunes, possiblement du sang séché, qui accentuaient l'horreur de la découverte. Cette chambre secrète, conçue dans un but manifestement inquiétant, devint la preuve la plus tangible de ce qui se tramait réellement dans la somptueuse résidence des Kensington. Dans le même temps, la gouvernante, ainsi que d'autres employés de maison, furent auditionnés. Tous décrivirent la même atmosphère délétère. L'enfant, d'abord accueilli à grand renfort de photographies officielles, avait progressivement disparu du cadre de vie familiale pour ne demeurer qu'en marge, soumise à un ensemble de consignes strictes imposées par le couple.
Olivia exigeait que la fillette s'exprime peu, reste silencieuse pendant les heures de repas, qu'elle exécute des tâches domestiques en dépit de son jeune âge, et surtout qu'elle ne quitte jamais le périmètre de la demeure sans autorisation explicite. Nathaniel, lui, restait la plupart du temps dans son bureau, gérant ses transactions et rencontrant ses clients. Mais dès qu'il croisait la petite, son regard exprimait une froide distance, comme s'il la considérait comme un objet plus que comme un être humain. Certains témoignages relataient un « atelier » que Nathaniel aurait aménagé dans l'aile ouest de la demeure, où personne d'autre n'était autorisé à entrer, hormis sa femme. Les enquêteurs commencèrent à se demander si la pièce secrète du sous-sol était reliée à cet atelier, ou si l'on y dissimulait d'autres éléments compromettants. Le détective principal, qui supervisait l'affaire, décida de se pencher sur les raisons pour lesquelles un couple aussi aisé avait entrepris d'adopter une enfant, issue d'un orphelinat canadien. Les formalités administratives, d'habitude très lourdes, semblaient avoir été simplifiées dans leur cas. Une poignée de documents officiels montrait qu'un agent d'adoption avait signé un avis favorable en un temps record. Il y eut des soupçons de corruption, d'autant plus forts qu'un fonctionnaire local, un individu d'âge mûr réputé pour ses passe-droits, avait apparemment reçu une très forte somme d'argent de la part de Nathaniel, officiellement sous forme de sponsorisation pour des programmes éducatifs. Le détective, qui n'était pas dupe, vérifia la chronologie de ces paiements et s'aperçut qu'ils coïncidaient presque exactement avec la période où le dossier d'adoption avait été approuvé. On perçut alors une orchestration cynique. Avec leur fortune, les Kensington auraient tout simplement contourné ou acheté chaque barrière administrative, afin d'obtenir la garde de Sophia au plus vite. Mais la question restait, pourquoi tant d'empressement à adopter cet enfant en particulier? Qu'y avait-il de si important à adopter une fillette de 11 ans, alors qu'ils auraient pu, à la manière d'autres familles fortunées, adopter légalement ou recourir à d'autres procédures plus transparentes? La réponse émergea peu à peu lorsqu'un enquêteur spécialisé retrouva de la correspondance privée entre Olivia et une mystérieuse personne, dont l'identité restait longtemps inconnue. Finalement, on comprit qu'il s'agissait de la mère biologique de Sophia. Les courriers électroniques, dont l'authenticité fut confirmée par la police scientifique, montraient qu'Olivia connaissait cette femme depuis l'adolescence. Mieux encore, des fragments de messages laissaient entendre que la mère biologique de Sophia et Olivia s'étaient disputées des années auparavant au sujet d'un prétendu affront amoureux. Olivia gardait rancune, se sentant trahie et humiliée par celle qui allait devenir, des années plus tard, la mère de la petite. Lorsque la situation de la mère biologique se dégrada et qu'elle dut se séparer de son enfant, Olivia y vit une opportunité de vengeance, prête à tout pour mettre la main sur cette fillette et exercer sur elle la rancœur qu'elle nourrissait en silence. Cette révélation ajouta un éclairage dramatique à l'enquête. Non seulement les Kensington entretenaient un cadre malsain pour la fillette, mais le mobile d'Olivia n'était rien de moins qu'une sordide vengeance dirigée contre une ancienne connaissance. La petite Sophia se retrouvait malgré elle, punie pour un acte qu'elle n'avait jamais commis. Elle était le simple symbole d'une ancienne humiliation qu'Olivia voulait effacer. Le couple s'était ainsi forgé un prétexte de façade, le désir de fonder une famille et de soutenir une enfant démunie, alors qu'en réalité, l'objectif était de soumettre Sophia à un climat de contrôle, de manipulation psychologique et, plus inquiétant encore, d'expérimentation étrange que Nathaniel n'hésitait pas à cautionner, voire à organiser. L'une des découvertes les plus alarmantes fut l'existence de notes manuscrites dans la pièce du sous-sol, décrivant minutieusement certains comportements de l'enfant après l'injection de substances non identifiées. Les enquêteurs y lurent des observations cliniques sur la capacité de la patiente à résister à la douleur ou les réactions lors de l'isolement prolongé.
La terminologie employée rappelait le jargon de scientifiques, se livrant à des expériences sur des cobayes. Personne n'aurait imaginé qu'un couple sans antécédents médicaux ou psychiatriques puisse un jour orchestrer de tels actes. Le détective principal, abasourdi, ordonna immédiatement la confiscation de tous ces documents, ainsi que des équipements trouvés dans le sous-sol. Parallèlement, Sofia, placée sous protection, fut hospitalisée d'urgence afin de vérifier son état de santé. Des lésions anciennes et récentes furent constatées, laissant penser qu'elle avait enduré un traitement violent et continu. Pendant que la fillette, prostrée, commençait à peine à recevoir l'assistance psychologique et médicale dont elle avait cruellement besoin, Nathaniel et Olivia, convoqués au poste de police, s'efforcèrent de conserver leur sang-froid. Ils nièrent tout en bloc, prétendant que la découverte du sous-sol était un simple malentendu. Ils assurèrent qu'aucun acte illégal n'avait été commis, que les instruments relevaient d'un hobby spécialisé et que l'enfant n'avait jamais subi la moindre agression. Cependant, les charges s'accumulèrent rapidement contre eux. Maltraitance d'un mineur, détention non autorisée de matériel médical à des fins illégales, falsification de documents d'adoption, et bientôt l'ouverture d'une enquête pour d'éventuelles violences plus graves. Le système judiciaire de Floride fut sous le choc. Les médias locaux, en apprenant l'affaire, se jetèrent dessus. Ils tenaient là un scandale retentissant mêlant luxe, pouvoir, adoption frauduleuse et abus sur mineurs. Des équipes de reporters campèrent à l'entrée du quartier résidentiel, interrogeant chaque voisin révolté ou curieux. Les Kensington, quittant leur villa menottée et escortés par la police, firent la une des journaux. La tension monta encore d'un cran quand on apprit l'existence de vidéos de surveillance interne, saisies lors de la perquisition, où l'on apercevait Sofia enfermée, subissant des consignes cruelles et parfois des agressions physiques. Le détective principal, en collaboration avec un collègue de longue date et une équipe dédiée d'experts en criminalistique, analysa ces vidéos au peigne fin. On y voyait la fillette obéir aux ordres d'Olivia, qui la forçait à se tenir en équilibre sur des blocs métalliques, dans une posture douloureuse, ou qui l'obligeait à subir des séances d'isolement total dans la chambre secrète. Nathaniel apparaissait rarement à l'écran, mais lorsque son visage surgissait, c'était souvent pour documenter les épreuves que l'enfant traversait. Il semblait prendre des notes ou vérifier l'angle de la caméra comme s'il réalisait un projet d'étude sinistre. Tous ces enregistrements, récupérés et préservés comme preuve, montraient clairement l'implication directe du couple dans des actes de maltraitance avérés. Les rumeurs d'horreur se confirmèrent davantage lorsque d'anciennes connaissances d'Olivia émergèrent. Au fil des témoignages recueillis, il apparut qu'Olivia s'était toujours montrée psychologiquement instable, obsédée par l'idée d'exercer un contrôle absolu sur les autres. Dans sa jeunesse, elle se vantait de pouvoir manipuler son entourage, dédaignant ouvertement ceux qui lui semblaient inférieurs. Les proches racontaient qu'elle avait développé une fascination malsaine pour la souffrance qu'elle pouvait infliger par des paroles humiliantes ou des mensonges destructeurs. Mais personne ne la croyait capable d'aller aussi loin dans la cruauté. Quant à Nathaniel, il était dépeint comme un homme froid, doté d'une intelligence redoutable et d'une ambition sans limite. Les anciens partenaires d'affaires, qui témoignèrent, soulignèrent qu'il n'hésitait jamais à franchir la ligne de la légalité si cela pouvait servir ses intérêts financiers. Son succès dans l'immobilier n'était pas tant dû à un talent particulier qu'à son absence totale de scrupules lorsqu'il spéculait ou manipulait les marchés. À deux, ils formaient un duo redoutable. L'un apportait l'argent et la détermination, l'autre la perversion de l'esprit et une soif de vengeance inextinguible. Leur arrestation fut suivie de près par la communauté locale. Plusieurs voix s'élevèrent
pour regretter de n'avoir pas dénoncé plus tôt les signes avant-coureurs. Le désarroi s'installa. Certains voisins, rongés par la culpabilité, admettaient qu'ils se doutaient bien de quelque chose, mais qu'ils avaient hésité à signaler quoi que ce soit, effrayés par l'influence et la puissance financière des Kensington. Les médias, pour leur part, relayèrent chaque jour les moindres rebondissements de l'enquête, révélant publiquement les détails de la pièce secrète, les indices d'expérimentation abominables et les courriels prouvant la haine nourrie par Olivia envers la mère biologique de Sophia. Rapidement, une véritable indignation nationale explosa sur les réseaux sociaux, chacun exprimant son horreur qu'un couple si aisé ait pu adopter une enfant dans le seul but de la maltraiter et de réaliser des expériences qui ressemblaient à de la torture. Au bout de quelques mois, l'affaire aboutit à une mise en accusation formelle de Nathaniel et Olivia. Un procureur d'État, réputé pour son combat acharné contre les abus sur mineurs, prit personnellement en charge le dossier. Dans ses déclarations, il soulignait qu'il ne s'agissait pas seulement de cruauté, c'était l'indice d'une corruption administrative, d'une faille béante dans le système d'adoption et d'un usage abusif du pouvoir. L'opinion publique se passionna pour l'histoire de la jeune Sophia, désormais âgée de 12 ans, qui se remettait lentement de ses traumatismes dans un centre thérapeutique spécialisé. L'adolescente ne parlait presque pas, affectée par un mutisme post-traumatique. Mais selon les psychologues, elle commençait tout juste à faire confiance à des adultes, notamment à certains soignants, dans un environnement sécurisé. Une lueur d'espoir demeurait. En dépit des épreuves qu'elle avait traversées, il restait possible qu'elle se reconstruise avec un accompagnement adéquat. Vint alors la phase du procès, très attendue. La pression médiatique fut telle que les autorités durent de renforcer la sécurité autour du tribunal. Nathaniel et Olivia arrivèrent escortés par des agents, tentant de conserver un air sur d'eux, quoique la tension fût visible dans leurs regards fuyants. Sur le banc de la défense, 2 avocats triés sur le volet, qui n'étaient autres que des praticiens réputés pour défendre des personnalités aisées, affichèrent leur détermination à discréditer les preuves et à remettre en cause la validité des témoignages. De leur côté, le procureur et son équipe d'assistants juridiques montèrent un dossier bétonné. Ils alignèrent les éléments matériels, les vidéos de surveillance, les instruments saisis, les traces sur le corps de Sophia, les documents administratifs falsifiés, les expertises médicales attestant des traumatismes subis, et les témoignages d'anciens employés de maison qui confirmèrent avoir vu la fillette subir des brimades et des punitions cruelles. Pendant les audiences, la tension était palpable. Le détective principal fut appelé à la barre pour expliquer en détail comment il avait découvert la pièce secrète et collecté les différents indices. Son récit, factuel et glaçant, fit forte impression sur les jurés. Des photos, soigneusement présentées comme preuves, illustrèrent la sinistre réalité de la vie que Sophia avait endurée. Du côté de la défense, on tenta de minimiser la portée de ces découvertes. Les avocats de Nathaniel et Olivia prétendirent qu'il s'agissait d'un malentendu autour d'un espace de stockage et que les seringues n'étaient que des accessoires médicaux désinfectés destinés à une collection privée farfelue. Ils mirent en avant des témoignages faisant état de la charité du couple, de leurs dons généreux à diverses fondations, dans l'espoir d'humaniser leurs clients. Mais ces arguments se révélèrent bien faibles face à la masse de preuves accablantes. Le point de bascule intervint quand un autre témoin, l'ancienne confidente d'Olivia, vint relater des conversations explicites qu'elles avaient eues. D'après cette confidente, Olivia avait clairement exprimé sa volonté de punir la fille de celle qu'elle appelait sa rivale de jeunesse. Elle aurait employé des expressions telles que anéantir tout espoir de cet enfant, la considérant comme un objet permettant de blesser moralement la mère biologique. Cette révélation, corroborée par les courriels saisis par la police,
anéantit la dernière once de crédibilité de la défense. Les jurés purent ainsi réaliser à quel point la motivation d'Olivia était perverse et calculée. Quant à Nathaniel, il fut démontré qu'il avait non seulement facilité ses agissements, mais aussi financé tout le processus d'adoption frauduleuse pour concrétiser ce plan vindicatif. Au cours du procès, on entendit aussi brièvement un avocat spécialisé en droit de la famille qui expliqua à la Cour les nombreuses irrégularités dans la procédure d'adoption. Selon lui, le couple avait profité de la précarité de la mère biologique et d'un système administratif perméable à la corruption pour s'accaparer de l'enfant en un temps record. L'histoire de la mère biologique refit surface. Ayant fui une relation toxique, elle s'était retrouvée sans ressources, contrainte de placer son enfant dans un orphelinat, espérant pouvoir la récupérer un jour. Apprendre que celle-ci avait été adoptée par la femme qui l'avait trahie autrefois, puis soumise à de tels sévices, la plongea dans un désespoir profond. Les plaidoyers finaux furent intenses. Le procureur exhorta le jury à prononcer un verdict sévère, insistant sur la préméditation, la cruauté et l'abus de pouvoir. Les avocats de la défense, à court d'arguments solides, s'en remirent à des justifications vacillantes, évoquant d'éventuels troubles psychologiques chez Olivia, ou l'emprise que Nathaniel exerçait sur sa femme. Mais au terme d'un procès de plusieurs semaines, la sentence tomba. Nathaniel fut reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui et condamné à 25 ans de prison. La Cour refusa toute possibilité de libération conditionnelle avant une longue période, compte tenu de la gravité des actes. Olivia, tenue pour co-responsable, bien que moins directement impliquée dans certains volets de l'horreur, écopa de 18 ans. Sa santé mentale ne lui valut aucune clémence particulière. L'expertise psychiatrique établit qu'elle restait consciente de ses actes et qu'elle avait agi avec intention délibérée. L'onde de choc fut considérable. Les Kensington, autrefois adulés par la haute société de Miami, furent subitement traités en parias. Leurs biens furent saisis au profit d'indemnisation, bien que l'on ignorât si la mère biologique de Sophia toucherait quoi que ce soit. Plusieurs comptes bancaires, découverts à l'étranger, virent leurs fonds gelés à titre conservatoire. Dans le même temps, Sophia fut confiée à un centre de soins prolongés, où des psychologues, des médecins et des travailleurs sociaux s'employèrent à l'aider à guérir. Les premiers mois s'avérèrent particulièrement difficiles. Elle se réveillait la nuit, en proie à des cauchemars, et devait réapprendre les gestes simples de la vie quotidienne sans craindre une punition brutale. Peu à peu, grâce à l'écoute patiente et à la bienveillance de l'équipe médicale, elle montra des signes d'amélioration. À la faveur de consultations plus longues, elle avoua avoir été contrainte de participer à des jeux de rôle sadiques et à des mises en scène où on la filmait. Elle n'en conservait que des bribes de souvenirs, tant le choc émotionnel était fort. Dans le cadre de l'enquête, on apprit également que la mère biologique avait tenté de reprendre contact avec sa fille peu après l'adoption, mais que toutes ses lettres étaient restées sans réponse. On la dissuadait en lui répétant que Sophia s'était parfaitement adaptée à sa nouvelle famille et qu'il valait mieux ne pas la perturber. La mère, éprouvée, envisagea de porter plainte, mais renonça par manque de moyens. Elle se résigna, ignorant la véritable nature de ceux qui avaient recueilli son enfant. Lorsqu'elle fut informée de l'arrestation de Nathaniel et Olivia, elle chercha immédiatement à se rapprocher des services de protection de l'enfance pour récupérer la garde de Sophia. Mais la complexité juridique du dossier, l'existence de documents falsifiés et le fait que Sophia nécessitait un environnement stable pour continuer à se soigner retardèrent considérablement ses démarches. Les autorités, tout en reconnaissant le drame, recommandèrent de procéder avec prudence pour ne pas ajouter un nouveau choc à la fillette déjà fragilisée. La presse, avide de nouveaux frissons,
cessa rapidement de couvrir l'actualité du procès une fois les sentences prononcées. Néanmoins, l'affaire laissa une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Dans les mois qui suivirent, elle provoqua un examen approfondi du système d'adoption. On vérifia les dossiers antérieurs pour détecter d'autres éventuelles adoptions, entachées d'irrégularités. On renforça également les contrôles, notamment en multipliant les visites inopinées dans les foyers d'adoption et en resserrant les critères d'octroi. Les politiciens locaux, confrontés à l'indignation générale, promirent des réformes en profondeur pour éviter qu'un couple puisse, grâce à la corruption, obtenir la garde d'un mineur dans des délais aussi suspects. Des associations de défense des droits de l'enfant, qui jusqu'ici n'étaient pas particulièrement médiatisées dans cette zone huppée, trouvèrent un nouvel élan dans leur combat, multipliant les conférences et les séances de sensibilisation. L'impact de cette affaire dépassa même les frontières de la Floride, certaines ONG exigeant une harmonisation internationale des normes d'adoption, afin qu'aucun enfant ne soit plus remis à des individus dont on ignore les véritables intentions. Pour la communauté de cette banlieue résidentielle huppée, le traumatisme fut grand. Le luxe et l'exclusivité, habituellement synonymes de sécurité et de tranquillité, s'étaient se révéler le théâtre d'un cauchemar. Les voisins, qui se sentaient autrefois fiers d'habiter une zone aussi prisée, commencèrent à se demander si la façade de richesse ne cachait pas, plus souvent qu'on ne le croit, des secrets obscurs. De nouvelles formes de solidarité virent le jour, les membres de la communauté prenant désormais soin de signaler le moindre comportement étrange concernant les enfants ou les familles vulnérables. Quant à Sophia, son chemin vers la guérison restait long. Une fois le procès terminé, elle reçut la visite de plusieurs experts en traumatologie infantile qui l'accompagnèrent dans un programme de thérapie comportant notamment de l'art-thérapie, des ateliers de mise en confiance et un soutien pédagogique personnalisé. Peu à peu, son mutisme commença à s'estomper, laissant place à une timidité douloureuse, mais elle parvint tout de même à exprimer ses émotions, sa colère et ses peurs. Après des mois de suivi, elle réussit à nouer quelques liens avec des adultes bienveillants du centre, témoignant d'une résilience remarquable. Son cas devint un symbole de l'importance d'une protection efficace pour les enfants placés en situation d'adoption internationale. Des discussions éthiques émergèrent autour de la nécessité de mieux préparer et vérifier les familles adoptives, sans se laisser éblouir par le prestige social ou la puissance financière de celles-ci. Avec le temps, et grâce à la ténacité de certains militants, l'attention se tourna vers la mère biologique. Sur le plan légal, on examina la possibilité de restaurer ses droits parentaux, bien que la complexité administrative demeure un obstacle. Les juges, conscients de l'ampleur du traumatisme de Sophia, voulaient juste d'abord s'assurer que l'enfant ne serait pas ballotté d'un foyer à l'autre. Dans un premier temps, il fut décidé de prolonger son séjour en centre spécialisé, puis de lui trouver une famille d'accueil adoptive sûre, prête à accueillir une jeune fille aux séquelles douloureuses. La mère biologique exprima sa volonté de renouer un lien, mais dut respecter les protocoles imposés pour s'assurer que Sophia ne subisse pas un stress supplémentaire. Personne ne savait exactement si, à long terme, la fillette retournerait auprès de sa mère, ou si elle préférerait se construire un nouvel équilibre au sein d'une autre famille. Les psychologues estimèrent qu'il fallait avancer avec prudence, en veillant au bien-être émotionnel de l'enfant. Les mois passèrent, et la médiatisation autour du procès retomba, mais l'histoire continua à alimenter les conversations de ceux qui s'étaient passionnés pour cette sinistre affaire. On apprit que Nathaniel s'était rapidement fait détester en prison, en raison de son arrogance et de son incapacité à s'adapter à un environnement où il ne détenait aucun pouvoir. De son côté, Olivia aurait sombré dans une profonde dépression, isolée dans le quartier pénitentiaire réservé aux femmes. Certains affirmaient
qu'elle n'acceptait pas son sort, cherchant à se faire passer pour une victime, clamant que tout était la faute de son mari. Les rares visites qu'elle reçut furent celles d'avocats qui s'échinèrent à faire appel, sans grand espoir. Il régnait le sentiment que la justice avait fait son œuvre. 2 personnes dangereuses pour qui l'argent avait longtemps tout permis se retrouvaient enfermées, répondant enfin de leurs actes. Beaucoup d'intervenants de la société civile, de juristes et de militants restèrent marqués par l'ampleur de l'horreur. Ils virent dans cette affaire l'illustration de ce qui peut advenir lorsqu'on laisse des individus aisés contourner les règles et manipuler les procédures d'adoption. Le cas de Sophia rappela aussi que le danger peut se cacher n'importe où, et qu'une belle façade et un sourire mondain peuvent masquer les pires atrocités. Les organismes de défense de l'enfance se mobilisèrent avec vigueur, faisant de cette histoire un levier pour durcir les lois, sensibiliser le grand public et informer sur la protection des mineurs. La question du soutien psychologique pour les enfants adoptés revint souvent dans les débats. Comment détecter à temps les dérives? Comment encourager les voisins, la famille élargie ou tout simple citoyen à signaler les maltraitances? Parallèlement, les enquêteurs se penchèrent de nouveau sur le matériel saisi dans la villa des Kensington, cherchant à déterminer si le couple n'avait pas commis d'autres délits de la même nature par le passé. Les relevés bancaires laissaient penser qu'il existait d'autres transactions suspectes, potentiellement liées à des projets qu'on ne pouvait encore qu'imaginer. Rien de concret ne fut établi, mais l'idée qu'il puisse exister d'autres victimes flotta dans l'air, bien que la procédure judiciaire ait déjà conclu au sujet de Sophia. Cette hypothèse terrifiante renforça le sentiment général d'effroi. Si ce couple avait pu si aisément dissimuler ses intentions, combien d'enfants vulnérables risquaient de tomber entre les mains de prédateurs fortunés? Finalement, tandis que la vie reprenait lentement son cours dans la banlieue de Miami, le souvenir du sort de Sophia demeura ancré dans les esprits. La jeune fille, elle, poursuivit son chemin thérapeutique. Soutenue par une équipe dévouée, elle parvint à faire d'infimes pas vers la normalité. Un rire ébauché pendant une séance de musique, une conversation timide avec un nouveau camarade, un regard un peu moins fuyant au contact d'un adulte. Ces progrès, bien que modestes, redonnèrent de l'espoir à tous ceux qui suivaient son histoire. Les spécialistes expliquèrent qu'il lui faudrait des années pour dépasser les traumatismes, mais qu'un certain rétablissement était possible grâce à la plasticité mentale de l'enfance. Ainsi, le cas de Sophia resta l'exemple d'une renaissance possible, malgré l'inimaginable cruauté subie. Plusieurs associations de soutien vinrent lui rendre visite, lui offrant des livres, des activités artistiques, tout ce qui pourrait l'aider à s'évader de son passé et de la peur. Des psychologues l'encouragèrent à s'exprimer par le dessin, la musique ou l'écriture pour libérer peu à peu les émotions refoulées. Les travailleurs sociaux confièrent qu'au sein du centre, Sophia s'entendait assez bien avec d'autres enfants en difficulté, se créant un petit cercle d'amis par affinité douloureuse, tous ayant connu des violences familiales. Ensemble, ils formaient un groupe de soutien informel, veillant les uns sur les autres, explorant timidement le monde qui s'ouvrait à eux, loin de leurs anciens cauchemars. Au-delà des murs du centre, la procédure d'appel introduite par la défense d'Olivia fut rejetée au bout de quelques mois, tandis que celle de Nathaniel ne donna lieu qu'à une confirmation du verdict initial. Les années de prison restèrent fixées. Aucune réduction de peine n'était envisageable avant un très long délai et la gravité de leurs actes ne plaidait pas en leur faveur. Le procureur, soulagé, déclara que la justice floridienne avait montré qu'elle pouvait frapper fort, y compris contre les membres les plus riches de la société, lorsque leur culpabilité était avérée et que les victimes étaient des enfants. Au même moment, certains agents ayant trempé dans le pot de vin perçu lors de l'adoption furent eux aussi mis en examen, puis suspendus de leurs fonctions,
preuve que l'affaire continuait de produire ses effets à bien des niveaux de responsabilité. Pour la police, ce dossier se termina sur un sentiment mêlé de satisfaction, d'avoir sauvé Sofia, et d'effroi, découvrir à quel point les dérives pouvaient être dissimulées derrière l'écran de la respectabilité. Le détective principal s'accorda, à titre personnel, un moment d'introspection sur ses années de service. Il avait vu des crimes, des délits, des catastrophes, mais rarement une situation où la cruauté semblait guidée par une motivation si perverse, à mi-chemin entre la vengeance et la volonté de jouer les apprentis scientifiques sur un être sans défense. Il concéda que ce genre d'affaires lui rappellerait à jamais combien la vigilance est cruciale, même dans les milieux où l'on se sent en sécurité. Les personnes qui avaient approché, de près ou de loin, la sombre réalité du manoir Kensington durent composer avec leurs sentiments contradictoires. Certains membres de la haute société avouèrent ne plus regarder leur propre entourage du même œil. Les domestiques qui avaient travaillé pour les Kensington, y compris la gouvernante à l'origine du signalement, gardèrent probablement longtemps en mémoire la culpabilité ou la douleur d'avoir été témoins muets d'une partie de l'horreur, ne sachant comment réagir plus tôt. Malgré tout, au moins, ils purent se rassurer en se disant que leur dénonciation, quoique tardive, avait finalement permis de sauver Sofia. Pour conclure, cette histoire demeura un emblème des dangers de l'apparence trompeuse et de la puissance financière, rappelant à quel point la richesse peut servir à ouvrir des portes, mais aussi à cacher l'impensable. Les sévices infligés à Sofia révélèrent la noirceur d'un couple prêt à tout pour assouvir une vengeance et un sombre désir de domination. Le procès, scrupuleusement mené, mit fin à leurs agissements et offrit une chance de rédemption à la fillette. Toutefois, personne n'oublierait jamais la façon dont un foyer prétendument idéal avait pu se transformer en une prison au service de projets monstrueux. Je suis profondément marquée par ce drame, et mon espoir le plus sincère reste que la jeune Sofia puisse poursuivre sa reconstruction, malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées. J'espère aussi que la justice saura garder en mémoire les leçons de cette affaire pour protéger d'autres enfants vulnérables à l'avenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout et de vous être intéressé au destin de Sofia. Je vous remercie aussi pour votre présence attentive, car chaque personne sensibilisée à ce type d'affaires peut faire la différence et prévenir de nouvelles tragédies. Si vous souhaitez continuer à explorer d'autres récits, sachez qu'il y en a plusieurs, disponibles ici même, et vous n'avez qu'à choisir celui qui vous intrigue le plus. Je vous invite également à partager cette vidéo et à rester à l'écoute, car je prévois de présenter d'autres dossiers tout aussi saisissants dans les prochains jours. Prenez soin de vous et à très bientôt.